Bonjour à tous. Est-ce que vous Bonjour. nous est-ce que vous nous entendez? Alors, vous pouvez écrire sur le petit chat en bas, si vous le souhaitez. En tout cas, merci à vous d'être présents à ce webinaire, comment scaler son business en 2024. Et pour ce webinaire, en fait, en intervenant, moi je vais me présenter, je suis Agère Lucas, je suis Head of Sales chez Gimini. Gimini qui est un intégrateur de CRM, pure player Salesforce. Je te laisse te présenter, Olivier. Ouais, j'étais déjà sur le chat à évoquer le fait qu'on pouvait avoir des questions à tout moment et c'est avec grand plaisir. Je suis Olivier Morel, CEO de Adscale. Adscale est une agence sales d'accélération commerciale, de conseil d'accompagnement, allant de l'audit, la structuration commerciale, toutes les parties strat, co, et puis la partie implémentation Sales Tools, pour ensuite, en effet, mener des campagnes de prospection, car notre enjeu, c'est l'outbound et la prospection. Parfait. Merci. On enchaîne sur du coup la partie qui vous intéresse, sur la partie scaling. Yes. Alors, je prends la main. C'est parfois un peu prolixe, donc surtout ne pas hésiter à m'interrompre, à poser des questions, donc à m'interrompre en posant des questions dans le chat, à me stopper. Je peux être très bavard, c'est aussi un métier mais une passion, la vente. Et ce que j'ai pas dit, et notamment en introduction, c'est que ce métier-là, en l'occurrence, je le pratique depuis très très longtemps. Alors, je donne pas le nombre d'années, ça va me vieillir, mais il est vrai que il a beaucoup changé ce métier, énormément changé, ne serait-ce que par cette introduction, pour dire que j'ai connu moi un autre commerce. Alors, ça fait un peu vieux de dire comme ça les choses, mais j'ai connu un autre commerce qui était plutôt et qui reposait, tant mieux pour ceux qui en avaient, sur le talent. Alors, il faut toujours du talent, mais aujourd'hui, pourquoi on parle de scalabilité, de scale, de scaling? C'est 20% de talent, mais 80% de science. On va y revenir, il y a beaucoup d'enjeux autour de la discipline, mais c'est aussi un métier qui s'est digitalisé, et cette discipline, elle est portée par aussi des outils, d'où effectivement notre présentation d'aujourd'hui. Donc, on est bien aussi dans l'enjeu de la vente et du sales sur une transformation digitale dans un contexte, et chacun l'aura bien senti, et encore en ce début 2024, très concurrentiel. Alors, il y a certaines sociétés et certains qui sont sur du velours, tant mieux pour eux, mais on va dire que la plupart sont dans des contextes avec beaucoup de concurrents. Et puis, l'approche de vente a énormément changé. Donc, tout ça, ces critères, nous amènent à toujours devoir réfléchir sur la façon dont on va industrialiser le commerce, parce que finalement, de la science, c'est du repeat, et c'est de pouvoir, en l'occurrence, bien comprendre le pourquoi on fonctionne, pourquoi on vend, et pourquoi on arrive à vendre, et où est notre succès, pour pouvoir répéter ce succès, et puis, bien sûr, écarter l'insuccès. C'est ça l'enjeu, avec des entreprises qui aujourd'hui sont dans des échecs commerciaux, et 45% sont dans des échecs dus à une mauvaise structuration commerciale. 70 n'ont toujours pas automatisé et digitalisé leur processus de vente. Nous encore, et on voit beaucoup de clients, beaucoup de prospects, je vous le dis, il y a encore beaucoup d'Excel. Alors, c'est peut-être un petit excès de propos que je fais là, mais il y a encore quand même beaucoup d'Excel. Donc, il y a des pas à franchir parfois importants, ou parfois juste de petits pas, mais qui vont effectivement servir à la prospection. La prospection, puisque je vous l'ai dit du début, on est dans des enjeux de scalabilité, bien sûr, du commerce, mais très lié à l'outbound, donc aux enjeux de prospection. Eh bien, 20% du temps des équipes commerciales, 20% seulement, sont plutôt dédiés, alors ça dépend de la taille de la structure, mais aux enjeux de prospection. Le cycle de vente, eh bien, il est réalisé à distance et de plus en plus, et ça va s'accélérer, et ça va être de plus en plus prégnant. C'est 60% du cycle de vente qui est fait de façon digitalisée. Donc ça, c'est quand même des points à retenir et à prendre en compte. 65% des entreprises n'ont pas industrialisé leur structure de vente et leur processus. Tout à l'heure, on parlait de repeat, de reproduire des succès. Pour reproduire des succès, il faut absolument industrialiser vos processus. 70% des campagnes de prospection ne sont pas personnalisées. On avait envie de focuser un peu plus sur l'hyper-personnalisation, ce qui ne sera pas le cas forcément aujourd'hui. On va surtout
parler de ce qui va vous mener à la personnalisation. C'est quels sont les enjeux de scalabilité qui vont vous permettre justement, et on parlera aussi d'outils, d'être le plus possible dans des interactions hyper personnalisées. Pourquoi? Nous, on gère beaucoup de campagnes pour nos clients. Il est très, très clair aujourd'hui que déjà, c'est compliqué. Hein, il est très compliqué. Il ne faut pas se raconter de bêtises, de mener des actions et des campagnes de prospection. Eh bien, il faut le dire, les campagnes de prospection non personnalisées, et devrais-je dire non hyper personnalisées, aujourd'hui ne fonctionnent plus. D'où cet enjeu et nécessité de pouvoir, en l'occurrence, scaler votre commerce. Et on verra comment. Donc, voilà, pas de commerce au hasard. Donc, s'il y a un tips, une chose à retenir, pas de commerce au hasard, comprendre son commerce, comprendre ses enjeux, comprendre ses approches. Et il y a une méthodologie pour pouvoir le faire. Autrement, ce qu'on constate, c'est de très faibles accélérations, des objectifs qui ne sont pas atteints ou faiblement atteints, la productivité et les enjeux de productivité au niveau zéro, des processus peu efficaces, pas alignés. Et puis, bien sûr, dans tout ça, forcément, ça mène à des deals pas toujours rentables et des offres aussi qui ne décollent pas. Donc, voilà, les ventes ne sont pas prédictives. La scalabilité des ventes est synonyme de prédictivité. Donc, pour avoir des ventes prédictives, pour savoir où vous allez en termes de qualitatif, eh bien, il va falloir se pencher, il faut se pencher sur la réflexion en amont et sur les enjeux de qualitatif. Autrement, vous serez, et on est toujours dans une forme de commerce au hasard. Pour pouvoir œuvrer, il faut en fait passer de, et vous avez tous et assurément des potentiels de déploiement, vous avez tous des potentiels commerciaux. Bien sûr, nous, on évoque des situations où vous n'êtes plus en traction, mais vous avez fait vos preuves sur votre marché à force de succès. Donc, il y a toute une partie qui est forcément pas exploitée. Il y a un potentiel d'accélération commerciale qui n'est pas exploité. L'enjeu, c'est comment faire pour optimiser votre croissance commerciale pour justement aller chercher cet enjeu de potentiel non exploité. Oui, vous avez des résultats. Oui, ils sont bons. Oui, ils sont parfois très bons. Mais il y a toujours un potentiel qui est non exploité et il faut aller chercher la scalabilité de ce potentiel pour pouvoir en effet arriver au meilleur de vous-même sur le plan commercial. Et c'est là où les leviers d'interaction sont des plus importants. Il y a bien sûr la stratégie, il y a bien sûr l'organisation, les processus, les cibles qui sont vôtres, les contenus qui me font aussi dire qu'il y a un enjeu, mais ce ne sera pas le propos d'aujourd'hui, d'enablement. Ce qu'on appelle l'enablement, c'est la complicité qu'il y a en termes opérationnels entre le sales et le marketing. Les technologies, voilà, Agert est ô combien au front de tous ces enjeux. Bien placé, oui, pour cet aspect-là. Et justement, pour mettre en musique tout ce que tu décris là, Olivier, effectivement. Et puis, quand on a tous ces leviers, on en a un particulier, c'est forcément la formation, l'accompagnement de ses collaborateurs. On peut dire que là, avec ces leviers-là, vous êtes parés, mais il y a tout de même des enjeux d'organisation, la réflexion avant l'action. On voit trop de situations avec nos clients où on est dans une phase 2, on déploie de la prospe, on choisit des campagnes, on choisit des entreprises cibles, on choisit des personas cibles, on paramètre ces campagnes, on a nos data, on va chercher de la data, on va chercher de la complétude, on brief, on prépare nos forces commerciales, il y a du call, seulement il y a un problème à tout ça, c'est que souvent ça tourne à vide. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas anticipé les enjeux de scalabilité. Pour pouvoir reproduire, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut être dans une approche très disciplinaire du sujet pour vraiment avoir du test and learn. Il faut apprendre de ses actions. Le Graal, il est absolument pas touchable, sauf hasard, et tant mieux pour vous dans les premiers temps. Mais c'est à force d'opération, à force de prospection, qu'on peut vraiment savoir là où on doit se diriger, avec qui, avec quel message, quels sont nos vrais avantages, et d'avoir une vraie analyse du marché. Donc, pour pouvoir au mieux anticiper le déploiement de cette prospection, et donc de le faire toujours sous forme de campagne, il faut, et j'en viens, être
dans une phase de construction et construction d'un socle. Ce socle d'accélération, ce socle de prospection, eh bien, il y a 5 grandes parties. Évidemment, une forme d'audit. Revenez sur vos business, surtout sur l'existant. L'enjeu, c'est vraiment d'apprendre du passé, donc de toujours être très data-driven, très orienté sur la data, mais aussi le quali, mais de reprendre au minimum ce qui s'est passé d'un point de vue business sur les 3 dernières années. On ne regarde pas assez dans le rétro, et d'autant plus que si vous avez du prédictif à faire, donc de pouvoir anticiper quelles seront vos ventes sur l'année ou N+1, il faut apprendre du passé, il faut apprendre de ses insuccès, de ses succès, et donc il y a une phase d'audit obligatoire. Parfois, je la vois, on le voit, elle est un peu passée trop vite, et je vous le dis, les écueils sont vraiment avant tout sur le prédictif et la compréhension. Un plan d'action stratégique, où on va, quel est le chemin, de bien comprendre, en effet, on verra plus dans le détail là où on doit se diriger. Le sales playbook, oui, comment on va faire, comment mener les actions commerciales qui sont prévues au regard de la stratégie que l'on va fixer. Le guide de prospe, il faut aller, et vous l'avez vu, de toute façon, de 1 à 5, ça va du plus général au plus particulier, donc d'être toujours dans affiner toujours ses actions, et donc on va tout doucement vers du guide de prospection qui va être le plus opérationnel, et vous le verrez ensuite, il y a aussi un document particulier des plus importants qui est celui des campagnes, illustrer, documenter l'ensemble de vos campagnes. Et le 5, c'est bien sûr des outils. Aujourd'hui, on ne fait rien sans outils, ou du moins, je devrais dire, on peut avoir des succès, mais pas de scalabilité. La scalabilité, le repeat, le comprendre là où on doit aller, comment on doit aller, de quelle façon, et de pouvoir le reproduire pour être dans le succès, forcément, tout ça passe aujourd'hui par des outils, à la fois le pivot, CRM et d'autres tools, puisque la sales tech est un peu aujourd'hui comme tout ce qui est du domaine marketing. Il y a beaucoup de solutions sur le marché. Il faut savoir où on en est. Et une bonne solution est une bonne solution pour un client. Donc, chacun a ses spécificités qui font qu'il faut se diriger vers une solution ou une autre. Et ça, Agère, c'est des choses que tu vois ô combien. Oui, tout à fait. Et en fait, le choix des outils du CRM, c'est pas forcément une baguette magique qui va venir résoudre et apporter du business. En fait, c'est ça met en musique en fait ce dont a parlé Olivier en amont, c'est-à-dire que c'est la capacité aux outils et au CRM d'automatiser justement cette stratégie. Et on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et c'est de faire en sorte aussi que les solutions, là où les solutions soient complètement scalables. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de scalabilité dans la stratégie commerciale, mais il y a également la scalabilité de votre outil, à savoir que quelle est la meilleure solution qui va pouvoir vous accompagner, de répondre en tout cas à vos besoins d'aujourd'hui, mais il y a votre stratégie d'aujourd'hui, mais également à vos besoins et à votre stratégie de demain. Et souvent, l'erreur que rencontrent nos clients et nos prospects, c'est d'être focus sur aujourd'hui et de chercher une solution qui réponde à leurs besoins de maintenant, mais pas forcément se projeter. Et c'est comme ça aussi qu'on rencontre, nous, des clients qui ont besoin de changer, qui arrivent à des limites au niveau de leur solution, soit leur solution marketing, leur solution sales et service client, et en fait ont besoin de changer d'outils parce que les outils qu'ils ont choisis, certes répondaient parfaitement, ou même ils sont partis sur du custo, et à un moment donné, pour des raisons stratégiques et pour des besoins de scalabilité et de croissance, ils arrivent à leurs limites. Donc ce choix, il est important de le faire dans la préparation de votre stratégie là maintenant et après. Et après, il y a la phase 2 de déploiement de la prospection. Olivier. Effectivement, porter, et tu le précises bien, d'abord et premier quand même rappel et tips, l'ensemble des points 1, 2, 3, 4 doivent être documentés. Alors, on en reparlera. Documenter, ça ne veut pas dire un PDF imprimé dans un tiroir.
ça veut dire que documenter, c'est documenté et actionnable. D'où, justement, quand on parle d'implémentation d'outils, l'ensemble de vos points 1, 2, 3 et 4, l'ensemble, je dis bien, doivent transpirer au sein de vos outils pour être des plus opérationnels pour les business développeurs, pour vos forces commerciales, pour qu'il y ait toujours systématiquement un rappel à ce qui a été la phase 1 de construction et donc de réflexion. Pour ensuite, mais j'en ai parlé tout à l'heure, et tu faisais le lien à Gère, c'est le déploiement, cette prospection, il faut avancer uniquement sous forme de campagne. Uniquement. Et la pire des choses, ce serait, et on le constate aussi malheureusement beaucoup, c'est des commerciaux qui ont une feuille de route qui va être portée pratiquement et uniquement par des secteurs ou des cibles en termes d'entreprise. Et c'est un peu, allez-y, faites votre job, vous avez vos objets, vous avez 12 mois. Donc, tout ça ne peut pas être documenté et le test and learn ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment que ce soit les enjeux de votre structure ou les enjeux de commerce, vos enjeux en tant que commercial, ou alors l'ensemble des business développeurs de votre direction commerciale doivent porter l'ensemble de leurs actions de prospection sous forme de campagne. Choix des campagnes, préparation des campagnes, documentation des campagnes, paramétrage des campagnes. On fait là aussi l'insertion, en effet, avec l'outil CRM et autres tools. Donc, les campagnes doivent être menées et reportées au sein de l'ensemble des tools commerciaux. Et ensuite, bien sûr, et là, on peut prendre de la prospe, donc de la prise de rendez-vous, on peut suivre les opportunités, on peut suivre les qualifications, on peut suivre en effet l'ensemble des activités commerciales qui sont là associées. Dernier point, 1 mois à 4 mois selon la structure, selon la taille de société, pour pouvoir en effet œuvrer sur la phase de construction. Environ 5 à 12 mois, ça peut paraître large, mais les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction des tailles de structure. Pour le déploiement, tout ça fait que globalement, entre 6 à 16 mois pour vraiment arriver à une scalabilité importante de l'ensemble de la structuration commerciale. Donc là, il y a beaucoup de choses. C'est plutôt pour vous en lecture. Moi, c'est mon enjeu de pouvoir l'accompagner en propos, parce que là, vous avez un peu point par point, étape par étape, et vous retrouvez les étapes qu'on a préalablement données. Phase 1, réflexion, construction du socle de prospection. Étape 1, audit. 2, strat. 3, la bible commerciale, le playbook. 4, le guide de prospection. Et on implémente dans le CRM. Donc, j'ai assez évoqué quand même l'étape 1 d'audit, avec un point, et peut-être c'est celui que je dois un peu cibler, c'est la difficulté à pouvoir analyser le parcours d'achat. Retenez ça. On est limité dans le temps, donc je me contrains pour ne pas aller plus loin dans le détail, mais le parcours d'achat est peut-être ce qui est aujourd'hui, chez tous nos prospects, nos clients, le moins éclairé et le moins sachant. Donc, toujours ramener, c'est un petit tips, le parcours d'achat au cycle de vente qui est le vôtre. C'est là où nous, on a beaucoup de travail et de difficultés à pouvoir le dessiner avec nos clients. L'étape 2, la strat, les chiffres clés, les tendances, la strat, où vous vous positionnez, le SWOT, le diagnostic, les actes de développement. La Bible, en effet, là encore une fois, le chemin, comment on parcourt ce chemin, la concurrence, les entreprises cibles, les personas, bien sûr, vos contacts donc cibles, les pains, on est passé d'une vente de produits à une vente consultative, on est à une vente sur les pains aujourd'hui, les arguments commerciaux, le guide de prospe, d'aller du plus général en strat jusqu'à des choses très opérationnelles, donc l'élévateur pitch, le call, la phase de prep, de préparation au call, la phase d'appel, le traitement des objections, les phases d'intro. Il faut donner toutes les armes, en effet, que le commercial soit business développeur, CAM, account exécutive, peu importe, mais il doit en effet avoir toutes les armes qui transpirent les phases précédentes de réflexion sur l'audit, la strat et la Bible, et l'implémentation du CRM à Gère. Oui, tout à fait. Et l'implémentation du CRM, hein, l'objectif, c'est de rendre opérationnel et d'automatiser le déploiement commercial, justement. Dans automatiser, il y a automatiser l'ensemble de vos processus. Alors, ça va être justement d'implémenter des séquences, le paramétrage des workflows, le paramétrage des emails, tout ce qui est scénarisation des étapes, intégration du copywriting. Donc, scénarisation des étapes, en fait, on peut également intégrer dans le CRM
CRM des guides, des petits guides qui permettent à l'utilisateur final de respecter les différentes étapes, et également le paramétrage de la téléphonie, ce qui est important, c'est que tout soit au même endroit avec une intégration sans couture. Donc paramétrage téléphonique avec aussi des guides peut-être de script téléphonique. Donc après vous avez tout l'aspect, le fait d'intégrer toutes vos données commerciales, ce qui est très important, c'est l'interconnexion des outils. Intégrer également tous les docs. Lorsqu'on parle d'intégrer tous les outils, c'est le fait de pouvoir par la suite personnaliser les interactions avec vos prospects grâce à en fait justement grâce à cette interconnexion d'outils. Et une fois que vous avez toute la data en fait dans le CRM, en fait vous avez une vision vraiment 360 de vos interactions avec le prospect, qui devient bien évidemment après client, et vous avez tout l'historique en fait, et donc vous allez pouvoir également communiquer d'une manière un peu plus personnalisée. Et lorsqu'on parle d'interconnexion et de data de différentes sources, aujourd'hui, il est évident. Tout à l'heure, en fait, Olivier évoquait il y a 20 ans comment on travaillait avec Excel, et puis on envoyait en masse sur des outils d'emailing. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on va interagir avec nos clients sur les réseaux sociaux, on va interagir avec nos clients sur ou nos prospects via WhatsApp, on va interagir via mail. Enfin voilà, il y a tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux canaux en tout cas, qui est nécessaire en fait d'intégrer aujourd'hui dans la data et dans dans les interactions, et de prendre en compte dans les interactions avec vos clients et prospects. Après, le point que je voulais rajouter à Gère, oui, en tout cas, c'est cet enjeu comme tu le donnes là, parce que tu as des exemples très précis d'intégration des séquences, des emails, des étapes, donc de copywriting. Ça montre bien que les étapes 1, 2, 3 et 4 doivent être totalement digérées au tout sein à du fait. CRM, intégrées au sein du CRM, qui est, là je le rappelle, puisqu'on est là aussi pour donner quelques tips, un vrai levier de succès des opérations. Tout à fait. Et une fois en fait en bout de chaîne, lorsque vous avez mis en place tout cela, ce qui compte, c'est de pouvoir analyser. Parce que toute action qui est faite sans pouvoir être analysée, savoir qu'est-ce qui marche pas, faire de l'A/B testing, se dire bon voilà, ce secteur d'activité marche plus que l'autre, donc on va peut-être se concentrer plus sur cette cible-là. Aujourd'hui, en fait, si vous n'avez pas élaboré des dashboards, des rapports, des dashboards pour pouvoir piloter votre activité commerciale, c'est un peu compliqué justement de voir le résultat, et de quantifier en tout cas le résultat de toute la stratégie qui est mise en avant. Et bien évidemment, un point clé lors de l'intégration d'un CRM, c'est l'accompagnement au changement. Et l'accompagnement au changement, en fait, c'est les formations, former les équipes, que ce soit les équipes, les end users ou les managers. Il est important en fait de les former aux outils qu'ils vont utiliser quotidiennement, parce qu'on a beau avoir les outils, on a beau avoir tout ça, si on n'accompagne pas ces équipes, il n'y a pas d'adhésion, et s'il n'y a pas d'adhésion, en fait tout ce qui a été mis en place malheureusement tombe un peu à l'eau. Donc ce qu'il faut savoir aussi souvent on dit oui, mais c'est l'implémentation d'un CRM, c'est quand même assez conséquent, assez lourd. Alors tout dépend du périmètre du projet, mais en tout cas, il faut compter entre 10 semaines à 6 mois. Si on prend 10 semaines, c'est tout ce qui est lead to cash. Lorsqu'on parle de lead to cash, mais sinon il y a des projets on peut faire qui sont faits en 4 semaines sur des périmètres beaucoup moindres, mais en tout cas il faut compter entre 10 semaines à 6 mois. Ouais, tout à fait. Peut-être la précision que j'ai à donner aussi, tu as bien raison, c'est étape 1, 2, 3 et 4. Là, en l'occurrence, on a positionné 1 à 4 mois. Ça dépend de la taille de la structure, des enjeux, de la complexité de tout cela. Ça peut aller jusqu'à 6, cette phase de construction du socle, mais c'est déjà plus rare. En tout cas pour nous, on le constate comme étant en effet, une structuration entre 1 et 4 mois. Voilà. Donc, une fois qu'on a parlé de l'implémentation, vient la question des outils. Alors, comme je vous ai expliqué au démarrage, nous sommes un pure player Salesforce, donc forcément, on va vous parler de Salesforce, mais c'est des exemples. Donc, plusieurs étapes
lors du choix. Donc d'abord, c'est le contexte du client, du prospect, savoir en fait quels sont ses enjeux, pourquoi il se pose la question aujourd'hui de la mise en place d'un CRM, soit c'est parce que en fait il démarre son activité, ou soit parce qu'il arrive, comme je l'expliquais tout à l'heure, aux limites des outils qu'il a actuellement. Et nous, en fait, ce qu'on va proposer, en tout cas à nos prospects, c'est d'abord le socle. Chez Salesforce, c'est ce qui est le Sales Cloud. Donc c'est là où il va y avoir, on va traiter les leads entrants et en fait, ça va passer également par l'opportunité jusqu'à justement à l'opportunité, opportunité, devis. Et s'il y a de la facturation dans le projet, en fait, partie facturation, et après le prospect devient client. D'accord. Donc il y a le Sales Cloud. Après vous avez la partie Service Cloud, donc tout ce qui est interaction avec le client. Et on a la partie marketing avec Pardot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Salesforce a énormément de cloud, énormément de produits. Mais là, on parle vraiment des trois fondamentaux qu'on expliquait tout à l'heure. En fait, la partie marketing pour la génération des leads, le sales et la partie service client pour tout ce qui est interaction avec le client. Et vient s'ajouter à cela, dans cet écosystème-là, il y a ce qu'on appelle l'App Exchange, qui est la place de marché des éditeurs indépendants, qu'on appelle des ISV, où là, en fait, on va pouvoir proposer à nos clients d'enrichir justement en fonction de leurs besoins avec certaines briques. Alors, il y a des briques qu'on vous a présentées encore une fois en exemple, qui ne sont pas forcément de l'App Exchange, puis il y en a d'autres qui le sont. Donc, concernant l'hyper personnalisation, on a souhaité parler d'Human Linker, qui est une solution basée sur l'IA. Et ça, je vais te laisser, Olivier, parler de la solution, qui est une solution que tu connais bien. Oui, sur la stack, c'est un exemple, tu l'as dit. Tu l'as aussi dit et tout à l'heure reprécisé, c'est que de toute façon, la bonne stack, elle dépend à chaque fois des problématiques, du contexte, de la mission de nos clients, de nos prospects. Il n'y a pas une stack idéale, il y a des stacks et il faut choisir la meilleure au regard des enjeux et des contextes. Donc, c'était le premier message aussi que je souhaitais passer. Donc là, c'est effectivement un choix que l'on a fait pour pouvoir au moins illustrer un point. C'est dans cette stack, il faut le CRM. Tu en as assez parlé, Agère, est très bien, donc je vais pas y revenir. Le CRM est le pivot de tout et de l'ensemble. Et puis ensuite, il y a des tools qui peuvent en effet automatiser, améliorer, digitaliser avec des grandes catégories, la téléphonie, des enjeux de téléphonie, on voit la AirCall. Il y a des enjeux autour de la donnée téléphonique, du mobile particulièrement avec Casper. Il y a des enjeux de pouvoir se fournir en données, où on va acheter la donnée, où on va aller prendre la donnée au regard des cibles qu'on s'est données. Faro, il y en a d'autres. Il y a des emails qu'on doit aller chercher, drop contact. Voilà. Et puis, j'en viens à ce dernier point, qui est de la catégorie un peu all-in-one, mais Human Linker, c'est vraiment de l'IA pour de l'hyper-personnalisation. Donc, si je peux le dire ainsi, personnaliser, c'est déjà faire tout ce que l'on a montré là, c'est-à-dire d'adopter la démarche qu'on s'est là illustrée et donnée. C'est la grande étape de construction, et puis après le déploiement par campagne. Ça, quand on réfléchit à notre cible, quand on réfléchit à là où on souhaite aller, forcément, il y a déjà un premier degré de personnalisation. Après, les outils vous permettent d'être aujourd'hui dans l'hyper-personnalisation. Human Linker fait en sorte que l'ensemble des démarches de prospection outbound reposent sur de l'information construite et donnée à disposition par des technologies d'IA, notamment pour hyper personnaliser les démarches. Vous voyez d'ailleurs qu'on n'a pas mis LinkedIn comme étant et faisant partie de la stack, ça me paraît être une évidence. Agère a appelé le multi-touch à travers de l'email et du LinkedIn et de la voix, de l'appel. Donc, c'est vraiment les trois canaux essentiels. Eh bien, Human Linker va permettre, sur tout ce qui est démarche, notamment portée par LinkedIn, mais pas que, à pouvoir faire des analyses très claires, entreprises
et persona. Au-delà du persona, de contact par contact, en faire un disque, faire des analyses de personnalité de vos contacts cibles et pouvoir ensuite, à la volée, au regard du plan d'action que vous vous serez donné, pouvoir automatiser du copywriting, donc des messages que vous devez porter vers vos prospects, de pouvoir l'automatiser avec de l'IA et d'aller chercher toutes les informations qu'ils ont pu divulguer sur LinkedIn, mais le web de façon globale, pour ensuite faire référence dans les messages que l'on porte à des choses très concrètes en disant « vous avez posté ça à telle date, je trouve que ce sujet est intéressant, vous êtes revenu sur cette filiale qui a été rachetée par telle société. Donc voilà, ça scanne le web et l'IA va vous apporter de façon automatique des messages hyper personnalisés et des séquences hyper personnalisées pour avoir une démarche d'hyper personnalisation, à condition qu'en amont, vous avez bien choisi vos cibles en termes d'entreprise et en termes de persona, ce en quoi ils peuvent aussi, pour le coup, fournir la donnée, la data associée. Tout à fait. Et en termes de choix d'outils, nous, ce qu'on préconise en tant qu'intégrateur, parce que non seulement nous sommes intégrateurs, mais nous conseillons également nos clients, c'est en général d'utiliser des outils, des solutions en tout cas, qui sont complètement intégrés à la plateforme. Donc ça nécessite moins d'intégration et moins d'appels API par exemple avec d'autres solutions, et surtout pour l'utilisateur final, lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'adoption à la solution, c'est pour l'utilisateur final en fait, c'est une intégration sans couture, donc pour lui ça ne change pas grand-chose, sauf que son outil est enrichi de plein de choses, par de la téléphonie par exemple, par de la facturation, par du devis, de la facturation, et par aussi la solution EverReady, qui par exemple elle aussi est intégrée complètement à Salesforce, qui est une solution pour récupérer la data des emails. On sait très bien, hein, en tant que sales, je suis bien placée pour, c'est qu'on a notre boîte mail, on consigne pas forcément les choses, et puis en fait il faut des outils comme EverReady pour justement venir récupérer la data, historiser justement les échanges de mails afin de ne pas perdre les informations et toujours être dans l'hyper-personnalisation avec ses interlocuteurs. Après, dans la phase, une fois qu'on a choisi les outils, le CRM, les outils, etc., il y a cette phase de cadrage où on va justement cadrer pour le projet, le déploiement du projet, et pendant un certain temps, comme je vous ai dit, la durée elle est elle peut aller en quelques semaines à quelques mois, et après vous avez la phase de formation. La formation, j'ai oublié juste de le dire tout à l'heure, c'est effectivement les managers et les collaborateurs qui vont l'utiliser, mais c'est aussi, par exemple, donner la main au client pour qu'il puisse gérer lui-même sa plateforme. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit pas une usine à gaz, partir sur des choses personnalisées. Et il y a de très bons outils qui font beaucoup de choses, et vaut mieux utiliser les outils existants que de partir sur de l'hyper-personnalisation, en tout cas en termes de solutions. Après, l'hyper-personnalisation dans la stratégie et de l'approche commerciale dans la prospection, ça, il en faut. Pour finir, on est dans les temps pratiquement, et je vais passer assez rapidement parce que finalement, on en a déjà parlé. Ne pas œuvrer de la prospection sans mener tout cela sous forme de campagne documentée, on en a parlé. Donc, quand on a mis en place ce socle, et là, on vient d'avoir effectivement cette dernière étape, d'avoir tout implémenté dans l'outil, le CRM, et d'y ramener l'ensemble des sales tools qui seront nécessaires à la campagne, eh bien, il est temps de débuter et d'avancer campagne après campagne. On peut bien sûr les paralléliser, ça peut être bien sûr mené par différents business développeurs, mais d'avoir la campagne, identifier la campagne, choix, préparation, le persona. Petit tips quand même, le persona et l'entreprise doivent aussi être ramenés au stade de la campagne, même si elles ont été réfléchies très en amont. Elles peuvent être encore très hyper personnalisées ou personnalisées aux campagnes. Récap, séquence, contenu d'email, le paramétrage, on en parlait, donc là c'est très lié effectivement au portage
par le CRM de l'ensemble de la campagne. Et puis le cold calling, les opérations. Ensuite, en effet, pas de commerce au hasard, pas d'appel au hasard. On a choisi nos cibles. Donc, pas de démarche commerciale au hasard. On a choisi nos cibles d'entreprise. On a choisi nos personas. On a choisi de quelle façon on devait y aller, quelle était la strate, quelle était la structuration, quels étaient les outils. Et donc, enfin, et à partir de là, de façon ciblée, donc personnalisée, voire hyper personnalisée, on peut entamer le déploiement des campagnes de call. Voilà. Donc ça, 5 à 12 mois, ça va dépendre aussi des enjeux qui sont les vôtres et de la structure dont on parle. Voilà, je crois qu'on en a terminé. On a un petit peu dépassé ces 30 minutes, mais aujourd'hui, voilà, on serait ravis de aussi pouvoir prendre vos questions. Alors, est-ce qu'on en a déjà dans le chat? J'en vois pas, je crois. Non. Bah, apparemment, on a été clair, Olivier. C'est parce qu'on a été très clair. Très très clair. Tu as raison. Ça n'a pas suscité d'interrogation. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez justement des questions à nous soumettre après, et de toute façon, vous allez recevoir le support juste après le webinar. Bon, j'insiste une dernière fois parce que moi, comme je vous l'ai dit, je peux en parler très longtemps de tout cela. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Allez, une dernière tentative. Une question. Ah, question, oui. Ah, tu vois, en insistant, tu en as? Ah oui, il y en a. Merci aux deux, très clair en effet. Non, non, il n'y a pas de questions, c'est des remerciements. Merci à vous. Ah, également. Parfait, très clair. Bah, si on l'a été, alors c'est parfait. Super. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour votre présence. Au revoir. Au revoir à tous.